Salut à tous, aujourd'hui on teste ce tout petit boîtier, mais attention aux apparences parce que je peux te dire qu'il y en a à l'intérieur. Le Sony ZV-E1, c'est le tout dernier boîtier qu'a sorti Sony. Je suis allé le chercher dès le premier jour de sortie pour pouvoir réaliser ce test. J'ai commencé à en parler sur Instagram, mais voilà, on est vraiment là dans cette vidéo pour le test complet. Je vais te dire ce que j'en pense et je vais te montrer tout ce que j'ai pu faire avec. On va surtout voir si finalement c'est le bon choix pour ton utilisation, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui dans cette gamme de prix là, on a beaucoup de choix chez Sony. On a le Sony ZV-E1, on a l'A7 IV et la FX30. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire son choix. Et finalement, est-ce que cette caméra est faite pour mon utilisation? Eh ben je sais pas, tu verras à la fin de cette vidéo. Ou sinon, est-ce que je vais passer sur la FX30? Je vais spoiler un petit peu pour te mettre direct dans le contexte. Ce ZV-E1, il intègre le même capteur full frame que l'A7S III et la FX3, qui sont des boîtiers vidéo professionnels reconnus déjà dans ce monde-là. Et ce sont des boîtiers qui coûtent très cher, environ 4 500 €, boîtier nu. On a également le même autofocus que l'A7R5 qui est basé sur l'intelligence artificielle et c'est le meilleur autofocus qui est présent actuellement chez Sony et probablement aussi sur le marché. Et tout ça dans un boîtier qui est tout petit puisqu'il reprend les codes de la gamme ZV, donc un boîtier qui est conçu pour les créateurs et c'est justement un de ses plus gros avantages et gros défauts aussi. Commençons avec l'ergonomie, on est sur un boîtier qui pèse 400 grammes, donc quelque chose de vraiment très léger, mais pour autant il est en alliage d'aluminium, donc quelque chose de robuste et tropicalisé. Mais pour autant, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, ça fait grand public. C'est un boîtier qui fait grand public par rapport à un Alpha. C'est sûr que ça fait moins professionnel, moins confirmé. En fait, le boîtier est assez petit, la poignée est pas très profonde et le grip est quasiment pas présent. Ce qui fait que si tu l'utilises avec des petites optiques assez légères, franchement, c'est super agréable à utiliser, c'est hyper léger. Mais si tu l'utilises avec des optiques plus lourdes, genre 24-70, en fait, j'avoue que c'est pas terrible. La prise en main est pas top et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de changer des réglages, d'appuyer sur des boutons sans même m'en rendre compte. Et ça m'est jamais arrivé avec un Alpha par exemple, où là la prise en main est beaucoup plus large. En termes de boutons personnalisables, on n'en a pas beaucoup, en tout cas juste le minimum. À l'avant, on va avoir une petite molette juste là qui va nous permettre de zoomer si tu utilises des objectifs avec un zoom électronique. Ensuite, on va avoir un bouton C1 personnalisable, un bouton REC. Ils ont gardé le switch photo, vidéo et SNQ pour faire les slow motion ou les accélérés. Et on n'a qu'une seule molette personnalisable. Moi, je l'utilise pour l'obturateur. Et puis après, les boutons restent les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de boutons personnalisables, oui, mais c'est pas vraiment ça qui m'a gêné en fait. C'est plutôt l'ergonomie en général, puisque Sony a voulu garder un boîtier qui fait grand public et donc quelque chose de minimaliste. Donc on a des boutons qui sont tout petits et qui ressortent pas beaucoup. Pour le grand public, ça gêne pas beaucoup, mais c'est vrai que pour du professionnel, c'est très problématique puisque les boutons, on les sent pas, ils ressortent pas. Et donc quand tu es dans des saisons froides, par exemple, ça va être très compliqué d'utiliser ce boîtier. Allez, je vais quand même parler positif. On va retrouver un écran rotatif 180 degrés qui est entièrement tactile. C'est le même écran que sur les autres boîtiers Sony. La seule différence, j'ai l'impression qu'il est plus lumineux. Et donc ça, c'est cool. Ensuite, on va avoir une petite LED qui est juste là sur l'avant et dessus et une sur le côté qui vont être en rouge lorsqu'on enregistre. En termes de connectique et slot, tout se situe sur le côté. On va retrouver un premier compartiment avec l'USB-C et la prise casque. Le slot carte SD, je dis bien le slot, puisqu'on pourra mettre que des cartes SD et pas des CF Express, ce qui pour le coup est un bon choix de la part de Sony, puisque c'est un boîtier qui s'adresse à un plus large public, donc ça paraît logique. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle carte SD, il faut mettre quand même des choses qui envoient un petit peu. Je te conseille d'utiliser des V60, ça coûte environ 70 € maximum pour les 128 Go. Maintenant, c'est vrai que tu ne pourras pas tout faire avec une V60. Pour les plus gros codecs qui prennent le plus de place et les plus grosses cadences d'image, c'est vrai qu'il faudra obligatoirement utiliser une V90 et ça coûte quand même un petit peu d'argent, environ 150 € minimum pour une 128. Et enfin, la prise casque pour pouvoir monitorer le son et la prise micro HDMI. Ça fait un petit peu mal, mais en même temps, ça paraît logique vu la taille du boîtier. En fait, c'est un petit peu relou puisque le micro HDMI, j'avoue que c'est des connectiques qui sont quand même assez fragiles. Donc il faut faire attention et c'est pas très pratique à utiliser. En tout cas, ça marche très bien, mais il faut savoir que tu n'auras pas de sortie RAW comme un A7S III. En même temps, ça paraît logique vu la cible de ce boîtier. En revanche, tu pourras tout à fait enregistrer en externe.
en ProRes, 422 10 bits, ça dépend vraiment du moniteur que tu vas utiliser. Enfin pour terminer, en termes d'alimentation, ça c'est plutôt cool, ils ont mis les mêmes batteries que d'habitude, donc les NPZ100, ce qui va nous permettre d'avoir finalement une excellente autonomie. Puis dans le pire des cas, si jamais tu filmes en intérieur, pour du streaming, de la captation, etc. Même si c'est pas fait pour de la captation, ce genre de boîtier. Bref, tu peux tout à fait l'alimenter en USB-C. Voilà pour l'ergonomie du boîtier. On est sur quelque chose de assez classique finalement, même s'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. D'apparence, ça fait un petit peu grand public et la prise en main est pas folle non plus, donc ça peut amener à certaines difficultés pour faire les réglages. Allez, maintenant on va parler positif puisque on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier et tu vas voir, ils sont pas allés à moitié, ils ont pas vraiment limité le boîtier là-dessus. Déjà, on a le même capteur que l'A7S III, donc un capteur full frame de 12 millions de pixels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la même montée en ISO, donc à peu près les mêmes performances en basse luminosité. On va avoir la même plage dynamique et le même rolling shutter. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de te montrer des tests détaillés, etc. de montée en ISO, puisque finalement l'A7S III et la FX3 ont déjà fait leurs preuves. En revanche, j'ai quand même testé le rolling shutter par rapport à mon A7 IV qui est vraiment pas terrible là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas, l'effet de rolling shutter, en fait ton capteur il va lire l'image de haut en bas, et donc ce qui fait que quand tu vas avoir des mouvements brusques de gauche à droite, des mouvements assez sport, et en fait les perspectives vont finalement se décaler, donc les lignes droites vont devenir un petit peu diagonales. C'est l'effet de rolling shutter, voilà, puisque le capteur met un certain temps pour lire l'image et donc ça va être décalé. Bref, en fonction des boîtiers, le rolling shutter est différent. Sur la 7 IV, il est vraiment pas terrible et là tu le vois à l'image, et finalement, il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin, hein. Tu le vois clairement que le ZV-E1 est bien meilleur. Par contre, effectivement, chose à noter en photo, on n'a pas de rideau vu la taille du boîtier, donc on est vraiment sur un obturateur full électronique. En termes de rafale maximum, par contre, c'est la même chose que la 7 IV, donc on est sur 10 images par seconde maximum. En termes d'enregistrement, ce ZV-E1 il envoie du lourd, il est capable d'enregistrer en XAVCS 4K All Intra 422 10 bits 50 images par seconde sans crop. Oui, j'ai bien dit sans crop, même le A7 IV crop en 4K 50 et c'est un de ses plus gros reproches. Et c'est pas fini, dans une mise à jour qui va arriver en juin, on va avoir l'arrivée de la 4K 120 et de la Full HD à 240 images par seconde. C'est vraiment un truc de ouf d'avoir ça dans un boîtier aussi petit. En termes de profil d'image, tu t'en doutes, tu vas pouvoir enregistrer en S-Log 3 ou S-Cinetone pour avoir beaucoup plus de latitude au montage pour la colorimétrie. Et tu vas avoir la possibilité d'intégrer des luttes directement sur le fichier vidéo, encore une fois pour gagner du temps au montage. D'ailleurs, tu as également la possibilité d'intégrer tes propres luttes directement dans le boîtier. Ça peut être plutôt intéressant, hein, ça te permet de gagner du temps et d'avoir directement un aperçu de ce que tu vas avoir au final. La différence en S-Log 3, si tu compares un S7S III et le ZV-E1, ça va être la base ISO qui est différente. On a effectivement un double ISO natif, sauf que ici elle est beaucoup plus large. On a une première base ISO à 640 et la deuxième à 12800. Ce qui fait qu'on va avoir un très gros écart et finalement c'est pas si simple à utiliser que ça sur le terrain. Si jamais tu comprends pas tous ces détails techniques, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le log où là pour le coup j'ai tout détaillé et normalement tu devrais comprendre sans problème. Voilà, donc pour résumer, si jamais tu n'as rien compris, en fait tu as quasiment tout ce qui se fait de mieux dans un tout petit boîtier. Ça c'est pour le coup un truc de ouf. Tu vas pouvoir faire de la 4K 120, donc du slow motion, des ralentis x4, ça c'est vraiment très impressionnant. C'est quelque chose qui me manque. Tu vas avoir énormément d'informations dans tes couleurs, donc pour tout ce qui est colorimétrie, c'est juste le top. Tu as la possibilité d'enregistrer en All Intra, donc c'est un fichier qui est beaucoup moins compressé que le long GOP, donc c'est des fichiers avec lesquels tu as l'habitude d'enregistrer normalement. Enfin bref, tu peux enregistrer dans des formats qui vont te permettre de travailler beaucoup plus facilement puisque ça demandera moins de ressources à ton ordinateur pour déchiffrer un petit peu les codecs. On continue la vidéo avec la stabilisation. On a bien sûr un capteur stabilisé sur 5 axes, donc ça c'est super, ça marche bien, mais on a surtout des nouveaux modes de stabilisation numérique. Sur les précédents boîtiers Sony, on avait déjà le mode Active qui faisait en sorte, voilà, ça va cropper et ça va bien stabiliser l'image. Maintenant, on a le mode dynamique active qui est vraiment super impressionnant. On a l'impression d'être littéralement sur un trépied et je pèse mes mots. C'est pas encore parfait, je pense qu'il y a des améliorations à faire dans le futur, mais franchement c'est déjà excellent. Et ça c'est super agréable d'être sur le terrain et de ne pas forcément prendre un gimbal. Voilà, on a vraiment un boîtier qui reste ultra léger. Après attention, ça ne remplacera pas un gimbal. Le gimbal a ses avantages, notamment le fait que en mode dynamique active,
ça va beaucoup cropper dans l'image. Allez, maintenant on teste le son. Donc là je suis à main levée en mode dynamique active d'ailleurs. Je suis avec le Sigma 16 28 mm, donc là je suis à 16 mm. Et donc on teste le son. C'est ça, vu qu'il y a des nouvelles capsules de son qui ont été installées justement dessus, donc voilà, c'est pour essayer. Ouais. Sachant que du coup les micro-cravates ont été, vous pouvez le voir, il l'a, mais pour l'instant on les a coupées. Donc là c'est vraiment seulement le boîtier qui enregistre nos voix. Donc là je suis en mode automatique et en fait la particularité du ZV, c'est que en fait c'est censé remplacer un micro canon. On a différents modes, soit il va capturer le son devant, derrière, on le laisse en automatique. Donc là je suis en automatique et maintenant on va se mettre chacun derrière la caméra et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, donc là Nathan est juste derrière moi, le son est réglé sur avant, donc normalement on est censé juste m'entendre moi, donc par là en arrière-plan. C'est ça, bah écoute, donc là voilà, je suis en mode avant, c'est très perturbant de parler comme ça, on va voir ce que ça donne. Et puis maintenant on va passer en mode arrière et on va voir ce que ça donne. Voilà, bah maintenant on est le micro dirigé à l'avant. Vous pouvez voir Lucas de l'autre côté qui essaye de parler. Donc on a regardé déjà les rushs qu'on a tourné juste avant, du coup c'était lui qui était censé parler et moi derrière. C'est très perturbant. Le gros avantage du ZVE1 pour les créateurs de contenu par rapport à un alpha par exemple, c'est que en fait ce boîtier est hyper simplifié niveau réglage et possibilités. Bien sûr, tu as la possibilité de le prendre entièrement en manuel et de faire tes propres réglages, mais tu as également plein d'assistances qui sont introduites et plein de modes aussi qui peut être très pratique pour les créateurs. Tu vas avoir déjà dans un premier temps le mode peau douce où tu vas avoir plusieurs intensités, c'est tout simplement pour enlever les imperfections de la peau. Ça peut être plutôt utile. Ensuite, tu vas avoir le mode présentation produit, où là, l'autofocus va être très réactif sur les objets que tu vas pointer à la caméra. Pour l'avoir essayé, j'avoue que c'est vraiment hyper stylé. Et puis en dehors d'être stylé, c'est plutôt pratique, hein. Tu montres un objet à la caméra, ça fait la mise au point dessus. J'avoue que c'est quand même une superbe fonctionnalité. Tu vas avoir le mode recadrage automatique. J'avoue que c'est plutôt stylé encore une fois. Après, c'est pas destiné pour moi ce genre de fonctionnalité clairement. En fait, tu as la possibilité de cliquer directement sur l'écran pour choisir une zone ou directement de laisser le boîtier gérer. Il va faire en fonction des visages qu'il va voir à l'image. Et enfin bref, ça va faire des zooms, etc. Enfin, ça va te recadrer, te suivre dans l'image de manière à ce que vraiment on se concentre que sur toi. Tu as plein de réglages là-dessus, tu peux gérer la réactivité, à combien de pourcents il va zoomer et dézoomer sur un sujet s'il s'approche ou il recule, etc. Enfin pour le coup, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante. Après c'est vrai que moi je préfère faire ce genre de choses en post-prod, puisque une fois que tu as enregistré la vidéo, qu'elle est recadrée, et bah tu pourras pas dézoomer hein, puisque bah voilà, ça a vraiment croppé dans ton image. On a également un mode qui va ajuster l'ouverture en fonction de combien de personnes il y a dans la scène. Donc l'ouverture te permet notamment de gérer le flou d'arrière-plan, le bokeh. Et donc bah, quand tu es tout seul à l'image, il va se mettre par exemple à F5, F4, etc. pour avoir un joli flou d'arrière-plan. Je vulgarise hein, vraiment. Si tu as une personne qui arrive par derrière et qui se met bah, voilà, dans la scène, et bah, il va reconnaître ça et il va fermer un peu plus le diaph de manière à se faire en sorte que bah, voilà, les deux sujets soient nets. Enfin bon là rien de révolutionnaire. Ça te permet juste de gagner du temps si jamais tu crées du contenu sur internet. Tu as la possibilité d'avoir des modes cinématiques, donc tu peux activer le mode cinématique, donc ça va te mettre des bandes noires en haut et en bas, rien à voir avec de l'anamorphique, mais enfin bref, ça te met des bandes pour faire genre que c'est cinématique et tu vas avoir différents looks. Allez maintenant l'autofocus, alors je t'avoue que ça va être assez rapide comme test, c'est tout simplement excellent, que ça soit en photo ou en vidéo. J'ai été juste impressionné déjà sur la 7 IV et les derniers boîtiers Sony c'était très bon. Mais alors là, on est clairement sur un step au-dessus. En fait, il a une capacité vraiment à détecter les sujets, même quand ils sont de dos, quand ils arrivent très rapidement dans le cadre. Franchement, j'ai rien à dire dessus, c'est validé à 100%. Maintenant parlons des menus et de l'interface utilisateur. Alors déjà les menus il faut savoir qu'ils sont entièrement tactiles, c'est exactement les mêmes que sur tous les derniers boîtiers Sony. Donc enfin voilà, l'interface moi personnellement je la trouve plutôt claire et précise. On a des petits logos, on a également les noms de chaque catégorie. Donc franchement on s'y habitue plutôt rapidement. Mais ce qui est vraiment cool à noter, c'est qu'ils ont ajouté les deux petits menus principal. Et ça en fait c'est exactement comme sur les caméras ciné de chez Sony, donc la FX3, la FX30, etc. Donc ça en fait ça va nous résumer
tous nos réglages d'enregistrement. En 2 pages, tu vas avoir vraiment un résumé de tous les réglages essentiels. Donc la cadence d'image, ton triangle d'exposition, le format de fichier, tout ce qui est micro, etc., les luttes, les profils, etc. Enfin vraiment, tu as tout d'affiché et ça te permet aussi de les modifier très rapidement. Donc voilà, tu peux modifier tes réglages comme tu veux. Ce qui est vraiment cool sur les ZV, c'est qu'on va avoir un petit menu tactile qui apparaît lorsqu'on slide de gauche à droite et ça va nous permettre d'afficher plein de fonctionnalités. Sur le papier, c'est vraiment super, hein, puisque bah voilà, comme on manque de boutons sur l'extérieur, ça nous permet d'avoir un menu tactile. Mais en réalité, alors je sais pas si c'est moi, j'ai pas trouvé la fonctionnalité. Pourtant, je peux te dire que j'ai bien cherché et je connais les menus Sony, mais bah j'ai pas trouvé comment on personnalise ce menu tactile. Ça arrivera peut-être avec une mise à jour, j'espère en tout cas, puisque bah ce menu tactile, tu le vois juste là. Franchement, perso, il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs que j'utiliserais. Donc voilà, ça pour le coup, c'est vraiment dommage. J'ai envie de te dire, pars du principe qu'il n'existe pas. Et si jamais ils font une mise à jour pour pouvoir personnaliser les menus, bah voilà, ça sera vraiment cool. Bon alors, en conclusion, que dire? Que faut-il choisir surtout? Ce ZV, un A7 IV, une FX30, puisque on a pas mal de choix chez Sony pour la même gamme de prix. Déjà, pour moi, je pars du principe que si tu veux faire de la photo, eh bien, il te faut absolument un viseur, puisque faire photographier en extérieur quand il y a du soleil, etc., puis même de manière générale, il te faut un viseur. En tout cas, c'est mon opinion. Donc, si tu veux faire de la photo et de la vidéo, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que de partir sur l'A7 IV pour cette gamme de prix là, encore une fois. L'A7 IV qui me filme actuellement, qui est un excellent boîtier, une excellente ergonomie et qui est très bon en photo et en vidéo. Après, entre la FX30 et le ZV1, le choix est plus compliqué puisqu'ils sont tous les deux pour faire de la vidéo. Et c'est vraiment dommage hein, puisque ce ZV1 il a des caractéristiques de fou malade, mais une ergonomie qui est vraiment pas terrible. Et pour moi, l'ergonomie, c'est un point qui peut vraiment être rédhibitoire. On l'a vu, l'ergonomie, la prise en main en global est pas terrible, et ce qui fait qu'on modifie parfois des réglages sans même s'en rendre compte, et ça c'est vraiment très problématique pour moi. Alors bien sûr, je pense que d'ici quelques semaines, les marques vont commencer à sortir des caches, des extensions de boîtier pour avoir quelque chose de plus confortable et de plus professionnel, pour pouvoir mettre plein d'accessoires. Mais c'est vrai que comme ça tel quel, c'est pas agréable. Puis surtout, ça c'est très important si tu es professionnel, je te le dis comme ça d'apparence, et bah si on s'y connaît pas, c'est un boîtier qui fait grand public. Et pour des prestations pro, si c'est ton boîtier principal, et bah j'avoue que ça fait un petit peu limite quoi. Ça paraît con, mais pour des clients qui ne s'y connaissent pas, et bah grosse caméra est égale qualité vidéo top, et petite caméra comme ça est égale vidéo pas terrible quoi. Donc pour moi, le ZV1, c'est clairement le boîtier qui sera extraordinaire pour tous les créateurs de contenu ou pour les personnes passionnées de la vidéo, de l'image en général et qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 4000, 5000 euros dans un A7S3, un A7R5, etc. La FX30, quant à elle, c'est une caméra que je te présenterai du coup probablement sur la chaîne. Sur le papier, elle a peut-être des caractéristiques qui sont inférieures par rapport à ce ZV1. Donc on a un capteur APS-C, ça c'est à noter, donc on va avoir un fort crop par rapport à du full frame, et puis on a aussi un crop supplémentaire lorsque l'on va monter en cadence d'image. L'ergonomie plus toutes ces fonctionnalités et tout ça, ça fait que c'est vraiment une caméra incroyable. La FX30 est une caméra excellente. Si tu veux une FX3 mais que tu n'as pas le budget, eh bah pars sur une FX30 puisque c'est littéralement une FX3 mais un petit peu plus bridée sur certains points, et puis surtout c'est pas le même capteur. Puis pour du professionnel, ça fait tout à fait l'affaire puisque même au niveau de l'apparence, hein, c'est une caméra qui est carrossée pour du cinéma, de la réalisation vidéo. Enfin bref, c'est clairement une caméra orientée vidéo pour les filmmakers, et c'est probablement la caméra que je vais choisir, hein. Ce ZV1, je pense que je vais le renvoyer. Pour tous les points que j'ai dit tout à l'heure, c'est clairement pas la caméra qui m'est destinée en fait. Elle est excellente, mais c'est pas destiné pour moi. La FX30 pour le coup, je pense qu'elle sera top pour mon utilisation. Voilà pour mon test du ZV1, je commence à plus avoir de voix, j'en peux plus. Enfin bref, je te mets bien sûr tous les liens en description, et puis si tu as des questions, n'hésite surtout pas dans les commentaires. On se retrouvera probablement pour mon test de la FX30 si jamais t'hésites. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on teste le DJI Avata en pack ProView. Donc, c'est le pack avec les nouvelles Goggles 2 et le Motion Controller. D'ailleurs, on l'avait déballé il n'y a pas très longtemps en live sur la chaîne. Le but dans cette vidéo, c'est non pas que je te donne toute la fiche technique, mais on va seulement voir les caractéristiques qui, pour moi, sont les plus intéressantes. Pour qui il est destiné ce drone?